Bonjour et bienvenue dans le studio des experts. Alors pendant 1 heure à peu près, nous allons passer des événements de la semaine, l'actualité de la semaine en revue. Et nous avons pour cela 2 jeunes personnalités politiques comme invités et 2 experts. Pauline de Glume, journaliste à l'Écho. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Et Pascal Vrébos, auteur et présentateur à RTL TVI. Bonjour. Bonjour. Alors, les collectes de déchets ont toujours été un problème à Bruxelles. Alors, il y a les supporters des containers collectifs enterrés ou pas, les rois du tri, les adeptes des dépôts clandestins. Et lundi, tous ceux-là se sont retrouvés face à un nouveau calendrier des collectes qui était mis en place, non sans mal, et on y a ajouté aussi l'obligation du sac orange partout en région bruxelloise. Reportage Thomas Dufrane et Thibaut Romens. Cela fait de longs mois qu'on en parle, ils sont désormais obligatoires, les sacs oranges réservés aux déchets alimentaires. Les déchets de table, sauf attention, les os, les arêtes, les noyaux et les coquilles. Les sacs oranges sont disponibles en grande surface, donc ils sont accessibles comme les autres sacs poubelles. Et donc il faut évidemment utiliser le sac orange pour mettre son sac dans le conteneur si on en a un, mais on peut évidemment sortir son sac orange sans conteneur sur la voirie. En rue ou dans des grandes poubelles oranges pour les grandes copropriétés. Pour ceux qui en ont, les déchets alimentaires peuvent aussi aller au compost. À Bruxelles, il en existe plus de 200, comme celui-ci à Laken. Et justement, depuis quelques jours, Mohamed, son coordinateur, reçoit des messages intéressés de voisins. Dans notre groupe à nous du jardin, ici, il y a une habitante qui dit voilà, bonjour, vu l'installation des sacs oranges le 15 mai, peut-on toujours venir apporter ces déchets? Je lui dis qu'on est toujours ouvert, il y a toujours les mêmes conditions, et voilà. Dans quelques mois, l'engrais naturel viendra nourrir les légumes du potager juste à côté. Mais le but du sac orange, c'est de vider le traditionnel sac blanc avec les déchets résiduels. Selon Bruxelles Propreté, ils étaient remplis à 40% de déchets organiques. Une nouvelle obligation des sacs oranges qui arrive avec un nouveau calendrier de collecte. 10 communes sur le territoire régional vont passer de 2 collectes de sacs blancs par semaine à 1 collecte de sacs blancs par semaine. Alors, c'est un changement important pour les habitants, mais dans la mesure où 40% du sac blanc est constitué de déchets alimentaires, on se rend bien compte que mécaniquement, ce sac blanc va fondre. Certaines collectes auront par exemple lieu en soirée pour éviter les bouchons. Quand sortir vos sacs? Les horaires sont disponibles sur le site de Bruxelles Propreté et des toutes boîtes ont été distribuées chez tous les Bruxellois. Alors, Pauline de Glume, est-ce que c'est un échec, ce nouveau calendrier, ou bien il faut juste attendre qu'il fasse ses petites maladies? C'est vraiment beaucoup trop tôt. Hein. J'en reviens pas de... C'est vrai que toutes les expressions politiques qu'il y a eu, qui étaient prêts à condamner finalement dans un sens ou l'autre. Enfin, c'est pas une petite réforme. Hein. Enfin, ça fait longtemps qu'elle était... Voilà, dans les cartons, que ça allait arriver, parce que forcément, il y avait cette deadline de l'Europe qui rend le tri des déchets organiques obligatoire. Mais je crois que c'était seulement 2 jours après l'entrée en vigueur que les jeunes aimaient emmener des sacs poubelles chez Marron pour dire à quel point Bruxelles, c'était plus de déchets. Bon, calme, hein, le calendrier de collecte des déchets, déjà, il ne fait pas qu'on produit plus de déchets tout à coup, donc ça reste les mêmes déchets, mais qui vont dans des sacs différents. Et puis après, oui, c'est vrai, il faut avoir les bons jours. Il y a eu des couacs, il y a eu le calendrier qui n'était pas disponible à un moment sur le site. Alors, je ne sais pas si ça arrive en temps normal, mais ce n'était vraiment pas le bon timing maintenant pour que les gens ne puissent pas aller voir. Surtout que même s'il y a eu un tout de boîte, il y a toujours des gens qui l'ont pas reçu, qui ne l'ont pas vu. Donc, qui ne l'ont pas lu. Ouais. Donc c'est sûr que là, pour cette première semaine, qui est des couacs, ce n'est pas du tout étonnant. Ça ira mieux demain, d'après vous? Je ne sais rien. Je me demande quand est-ce qu'on peut imaginer. Souvent, pour des plans de mobilité, on dit 6 mois, le temps qu'il y ait du report modèle, tout ça. Ici, je ne connais pas le temps des Bruxellois pour aller voir un calendrier et se mettre le rappel au bonjour. Donc... Oui. Donc on verra, on attendra. Et vous, Pascal Vrébos, vous êtes aussi patient? Je ne suis pas un expert en déchets, j'ai vu ça de loin. Mais moi, j'avais le sentiment... Il n'y a pas de déchets chez vous? Oui, mais de loin, cette réforme utile. J'avais l'impression d'assister à un remake du Good Move. C'est-à-dire une communication tardive, touffue, pas du tout claire, compliquée, avec... Prenons les sacs oranges, j'ai 2-3 personnes qui m'ont arrêté dans la rue en disant « Mais vous savez, moi je ne sais pas ce que je vais faire, j'habite dans un tout petit appart, comment je peux faire pour garder mes déchets pendant plusieurs jours ?» Donc je pense que c'est de nouveau mal expliqué, sans doute mal préparé. Alors évidemment des réactions politiques très très fortes. Et alors ce que j'ai appris, c'est que, d'ailleurs c'est le ministre Marron qui a dit ça dans la presse, il y a un préavis de grève de l'ABP qui est permanent. Il n'y a pas eu, paraît-il, de vrai dialogue avec les syndicats. Donc, moi, j'avoue que je n'y comprends rien. Alors que c'est une réforme capitale, compliquée et complexe.
on a l'impression que ça s'est fait comme ça dans l'improvisation. Voilà. Eh bien, on va voir ce qu'en pensent nos deux invités. Tous les deux sont responsables de la section nationale jeune de leur parti. L'un est youtubeur, les bonnes questions, ça s'appelle, 15 000 abonnés, et s'est déjà présenté aux élections régionales, il a 23 ans. L'autre est éducateur spécialisé et annonce un parcours professionnel chaotique. Il a 24 ans, on verra cela avec lui. On les accueille tout de suite en studio. J'ai Octave Daube, qui est le porte-parole du COMAC, et c'est lui le youtubeur dont je parlais tout à l'heure, et Ali Niaz, qui est coprésident d'Écologie, et c'est lui avec son parcours chaotique dont je parlais tout à l'heure. Alors, d'abord, Ali Niaz, c'est quoi ce parcours chaotique? Ça veut dire beaucoup de jobs différents? C'est plutôt un parcours scolaire chaotique. Oui. J'ai eu beaucoup d'écoles, et j'ai arrêté l'école en 5e secondaire. Donc officiellement, j'ai pas mon CESS. Donc j'ai eu... beaucoup de chamboulements et j'ai fait beaucoup de travail différent. J'ai travaillé à la STIB, dans le social. Et donc voilà, c'est un parcours très atypique et un peu chaotique. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut, sans CESS, trouver quand même du boulot. Oui, et rebondir et faire ce qu'on aime. Très bien. Et vous, Octave Daube, je disais que vous êtes youtubeur. Oui. Mais c'est pas un métier, youtubeur. Hein. Non, je suis plutôt étudiant. Et qu'est-ce que vous étudiez? Les statistiques et l'économie. Ah, et vous êtes youtubeur. Et vous posez des bonnes questions, hein, comme vous dites, mais c'est des questions que le PTB et Comac se posent, c'est ça? C'est quand même des questions que le PTB et Comac se posent. Oui, on a une chaîne où on essaye de faire de la politique avec des codes différents. On essaie de répondre à des questions que les gens se posent et de donner une analyse politique. On aura certainement l'occasion d'en parler dans cette émission. Mais je voudrais connaître, et on va commencer par vous, Octave, votre avis sur cette collecte de déchets. Le PTB était très négatif avant qu'il y ait des lieux, et très négatif aussi à son démarrage. Là, est-ce qu'un premier bilan vous satisfait néanmoins? C'est pas une question de bilan ou pas de bilan. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on va supprimer dans 10 communes de Bruxelles et même dans certaines zones qui n'étaient pas prévues de base, mais des zones très densément peuplées à Bruxelles, on va supprimer une collecte par semaine. Donc ça veut dire sac blanc, hein, pour être précis. De sac blanc, mais donc en soi, le sac orange, il va être ramassé qu'une seule fois aussi. Donc en fait, toutes les poubelles qui sentent pas bon, qui traînent, quand on a des animaux, quand on a des enfants en bas âge avec des couches, etc. Pour tous les Bruxellois et les Bruxelloises qui habitent dans des petits logements, qui habitent pas dans des palaces, ils vont devoir entasser et qui n'ont pas de jardin. Quelle est la solution alors, Octave? La solution, pour moi, c'est clair. Il faut 2 collectes pour le sac blanc et pour le sac orange. Il faut investir dans la propreté de notre ville. On peut pas juste se plaindre que c'est pas propre, on doit investir sérieusement dans le service public. Et alors, on a aussi besoin de, comment on appelle ça, des containers. Des conteneurs enterrés où on peut venir déposer notre poubelle. Je crois que c'est aux Pays-Bas. Mais il y en a déjà à Bruxelles, hein, certains endroits. Mais vraiment dans pas les nouveaux quartiers. Pas beaucoup. On a besoin en fait d'avoir un conteneur où on peut déposer sa poubelle quand elle est pleine, à 300 mètres de chez soi. Voilà, c'est plein. On y va comme on fait pour le verre. Un peu comme ce que vous pourrez faire avec le sac orange si vraiment il pue trop, mais en allant dans un compost collectif. Oui, on pourrait faire quelque chose comme ça, mais je crois qu'il n'y a pas assez de compost collectif aujourd'hui pour faire ça, et il faut vraiment une solution pour regarder, publique. Il y en a 210 quand même sur toute la région. Oui, mais peut-être pas dans tous les quartiers densément peuplés, par exemple. À développer du coup, parce que c'est vrai qu'alors on retrouverait pour ce sac orange, parce que bon, comme je disais plus tôt, les déchets, on les crée pas d'un coup. Hein, c'est des déchets qui étaient déjà là, ils étaient dans le sac blanc, on les met dans le sac orange. Donc c'est juste, ça va dans 2 sacs différents. Pour ces histoires d'odeur, du coup, ce qui devient intéressant, c'est de pouvoir le sortir quand on veut. Et c'est vrai qu'on pourrait avoir ça avec des conteneurs enterrés. Mais ce projet-là, tous les partis en parlent depuis longtemps et ça ne vient pas et ça ne viendra pas, hein, visiblement, parce que, outre les sous-sols complètement enterrés à Bruxelles, ce qui survient aussi dans d'autres villes qui ont fait l'expérience, notamment c'était Anvers, c'est qu'il y a aussi une déresponsabilisation sociale des gens avec les conteneurs qui font que le taux de tri est moins bon. Donc on jette un peu n'importe quoi. On se dit, on va pas être, c'est plus la poubelle qui est devant sa porte, c'est celle d'un conteneur, et en fait il y a des taux de tri moins bons, donc c'est pas forcément la solution miracle si on prend aussi l'aspect tri en Pauline compte. de Glum, nous avons ici Ali Niaz, qui représente Écologie, à mon avis, qui va nous expliquer peut-être tout ça, parce que Alain Marron est peut-être venu vous expliquer personnellement quel était l'objet de cette nouvelle politique. Alors non, Alain Marron n'est pas venu me faire un speech sur... non, je ne dis pas personnellement, il est venu expliquer peut-être à Écologie. Mais moi, personnellement, on s'est renseigné, en tout cas moi je me suis renseigné personnellement, et il est clair que c'est compliqué de mettre en place une réforme. Ça ne va pas se faire demain, ça va prendre quelques temps, quelques jours. Même moi, je vous avoue, le premier jour, je me suis trompé sur la date, et donc le lendemain, ma poubelle bleue, elle est restée sur place, et aussi sur la jaune. Donc j'ai fait l'erreur moi aussi, mais je pense que ça va prendre un peu de temps pour que les habitudes se prennent. Mais comme on l'a dit, il y a une législation européenne qui est passée, donc au niveau des sacs oranges,
ça doit être fait. On l'a fait certes à l'avance, parce qu'il me semble que la législation, c'est au niveau de janvier 2024. C'est ça, oui. Donc on a pris un peu de l'avance, et donc tant mieux pour la Belgique. Mais je trouve ça totalement normal, en fait, du coup, de passer sur un passage, sachant que ça ne concerne pas forcément les communes densément peuplées. Là où j'habite à Anderlecht, j'ai toujours 2 passages de camions poubelles pour les sacs blancs. Mais en fait, c'est nécessaire dans la limitation des déchets. En fait, à la dernière législature, il y a eu cette proposition qui a été faite, et la ministre en charge ne l'a pas fait sous la pression politique. Et donc, à un moment donné, il faut que ça avance, il faut que ça change. Et je comprends que ça peut être compliqué. Mais comme le reportage le disait, en fait, les déchets passeront dans le sac orange, et au fur et à mesure. Et je pense que il y aura moins de sacs blancs. Il y aura forcément moins de sacs blancs. Et aussi, c'est voué à évoluer. Il y a de la réflexion, il y aura une évaluation qui va se faire. Et je pense que le ministre ne va pas juste poser ça et dire c'est fini, on bloque comme ça et tant pis. Je pense qu'il y a de la réflexion qui va se faire sur le long terme. Mais quand Octave Daube dit oui, mais dans un petit appartement, comment faire avec ces 4 ou 5 sacs différents qu'on doit garder pendant une semaine finalement, ou une demi-semaine, que répondez-vous à cela? Mais je pense qu'il y aura des adaptations à faire justement par rapport à ces bâtiments. Par exemple, dans les grands appartements sociaux, où du coup on a beaucoup de personnes qui habitent, et où du coup on a beaucoup plus de sacs de poubelle, mettre en place des choses, comme parler de conteneurs, de grands bacs en bas, pour pouvoir mettre tout à l'intérieur et se détacher de cette problématique. Mais c'est vrai que, comme je le disais, en fait, je pense que la réforme va encore être réfléchie. Ça fait une semaine qu'elle est mise en place, oui. Et donc il n'y a encore rien de concret pour qu'on puisse... Après, ils ne vont pas remultiplier les collectes. Hein. Oui, je pense pas que... Je pense pas qu'il faut rêver. Mais dans les grands immeubles à appartements, il y a déjà des locaux. Hein. La plupart du temps, c'est quand on vit dans ce grand immeuble que le jour de sortie n'a pas tellement à prendre. Moi, j'avais juste une question pour... Octave, c'est comment ils font, à vous entendre, ça va être quand même horrible pour tous ces gens, mais comment ils font ailleurs où en fait le taux de collecte est à plein d'endroits déjà celui d'une collecte hebdomadaire. Enfin, il suffit d'aller vraiment en Belgique, même ailleurs. C'était l'audit sur le personnel de Bruxelles Propreté avait mis ça en avant en fait. Il y avait eu un benchmark, ils avaient mis en avant que la fréquence des collectes à Bruxelles en fait était assez exceptionnelle et que généralement, du coup j'avais été revoir à l'époque dans plusieurs villes, que pour les sacs bleus et jaunes c'était toutes les 2 semaines, que pour les ménagers c'était classique à plein d'endroits, à part pour une semaine. Donc partout ailleurs, les gens seraient envahis de poubelles et d'odeurs. Ou est-ce que c'est pas un peu de la dramatisation Non, je pense pas que ce soit de la dramatisation, parce que je pense qu'il y a maintenant des Bruxellois et des Bruxelloises pour qui c'est un vrai problème. Quand on a 2, 3 enfants, quand on a des animaux, etc., les poubelles, ça peut vite être un problème. Et aujourd'hui, Bruxelles, c'est pas une zone comme toutes les autres, c'est la zone la plus densément peuplée du pays. C'est là où il y a des quartiers où les appartements sont les plus petits et les plus chers, etc. C'est la capitale du pays. Et donc, c'est pas nécessairement dans des grands immeubles aussi, ça peut parfois être oui, ça peut parfois être dans des petits immeubles, il y a 3-4 appartements, c'est pas grand, on n'a pas de jardin, on n'a pas de balcon. Et ce que tu disais, Ali, c'est que ça touche pas les zones densément peuplées, mais c'est pas tout à fait vrai. Il y a toute une série de zones, à Ixelles, à Bruxelles-Ville, à Forêt, si je me trompe pas, qui sont touchées par la réforme. Et d'ailleurs, le ministre Marron est pas clair, parce que là maintenant, visiblement, il veut quand même étendre ce système à tout Bruxelles. C'est vers ça qu'il veut aller. Ah oui, ça a été dit très clair, mais pas sous cette législature. Pas sous cette législature, sous la prochaine. Mais donc nous, on veut mettre le haut là, on veut dire non, il faut investir sérieusement pour la propreté de notre ville. Oui, moi j'aimerais poser la question sur Bruxelles Propreté, où il y a un préavis de grève permanent, a dit votre ministre. Alors qu'est-ce qui se passe dans Bruxelles Propreté? Ils sont en grève tout le temps, ils menacent. Qu'est-ce qui se passe? Il est ministre, il ne décide rien. Il n'y a pas de responsabilité politique. J'ai pris le temps de voir quand même la réponse de Alain Marron durant au Parlement, l'interpellation, et j'ai cru comprendre qu'en fait il y a une déposition de grève qui est continuelle au sein de la BP pour sécuriser en fait les travailleurs et travailleuses. Tellement ils sont furieux, dans le sens parce qu'ils ne sont pas écoutés. Si jamais il se passe quelque chose. Si jamais il se passe quelque chose, il y a une couverture derrière que je peux comprendre dans des contextes où... Mais qui date d'avant la Je pense que ça date avant la réforme. Enfin, je sais pas, c'est normal. C'est pas normal, mais la gestion des syndicats à la BP, c'est pas nouveau que ça. Oui. Mais il y a on un pourrait climat pas changer. dans tous les audits, il parlait d'un climat de défiance énorme. Et c'est vrai que ça se règle visiblement pas en une fois. Mais enfin, c'est pas quelque chose qui date de là maintenant. Oui, mais il faudrait essayer, puisqu'on change tout, de régler ça. Je voudrais encore parler d'un point qui est la communication, qui a touché quand même beaucoup de gens. Il y a quand même eu beaucoup de critiques sur le fait que la communication était tardive à l'IGNIAS. Est-ce que, effectivement, là, vous reconnaissez un problème sans spécialement Moi, je peux dire un truc comparer... qui m'a fait rire sur cette question. Oui.
c'est que sur le groupe L'Automobiliste en a marre, donc ce sont les gens qui sont hyper anti-Good Move, ils ont posté le grand courrier de la BP avec le calendrier en disant « Vous voyez, quand ils veulent vraiment communiquer sur quelque chose, ils le font !» Ça a été envoyé à tout le monde. Donc, eux, en tout cas, ils trouvaient que sur la collecte, pour le coup, il y avait des éparques. Mais de manière générale, est-ce qu'une telle communication, pour quelque chose qui touche aussi les gens de manière très très forte, est-ce que ça ne devrait pas être accentué, cette communication? Je ne sais pas, on passe pour des étrennes, par exemple. Est-ce que ça ne vaut pas la peine de passer aussi clairement chez chacun ou chacune pour lui expliquer et peut-être les convaincre? Non, je pense que ça vaut vraiment la peine. C'est vrai que moi, j'ai reçu le papier vendredi et la mise en place se lançait dimanche. Oui. Donc c'est vrai que le timing était assez court et donc c'était nécessaire d'avoir une meilleure communication. C'est vrai qu'un passage en fait de volontaire passe en tout cas à trouver un système pour qu'on puisse être mis au courant. Mais c'est clair que on aurait pu mieux faire, en tout cas au niveau de la communication. Après, je ne pense pas que ça dépend directement du ministre au niveau de la communication. C'est la BP, vous voulez dire. Il y a tout ce qui est, pas vraiment que la BP, mais en vrai, tout ce qui est le service postal, la commune qui était aussi au courant de toutes ces mises en place, aurait pu aussi communiquer. Mais les communes ont dit qu'on leur avait demandé de ne rien faire. Ah, bah alors là... Parce que, non, mais comme il n'y avait pas une annonce typique à faire sur un horaire ou quoi, il ne fallait pas qu'ils embrouillent les gens. C'est vrai qu'il y a nécessité, mais je pense dans tous les cas que la réforme est quand même nécessaire. Et quand on voit en fait en dehors de Bruxelles, moi j'étais parti en camp avec les enfants à Newport. Quand on devait sortir les poubelles, on nous dit qu'on devait marcher genre 500 mètres, aller dans un conteneur interne et on devait payer par sac poubelle. Et en fait, en dehors de Bruxelles, c'est vrai que c'est totalement différent. Même des certaines villes en Wallonie où il n'y a déjà qu'un passage pour les sacs blancs en fait. Donc c'est vrai que Bruxelles est quand même un peu en retard sur le tri de déchets. Je voudrais vous demander à tous les deux, parce que quand je vous entends, finalement, vous avez le même avis que le grand frère, que le parti. Est-ce qu'il y a quand même des différences, Octave Daube? Est-ce qu'il y a des différences entre Comac et PTB sur certains sujets? Et si oui, donnez-nous un exemple. Moi, c'est plutôt une fierté. En fait, on n'a pas des énormes différences entre Comac, le mouvement étudiant du PTB, et le PTB idéologique. Et je suis content parce que parfois, quand je vois les autres jeunesses politiques, je serais pas toujours hyper fier de devoir aller tirer mon grand frère à gauche et de dire « Ah non, en fait, il dit ça, mais il n'est pas à droite comme ça, il est à gauche. » Moi, je suis assez fier dans notre parti. Vous les trouvez assez à gauche, nos députés, bien sûr, nos députés, ils sont fiers d'être marxistes, ils sont anticapitalistes, ils portent la voix, et moi aussi. Et sur la vision de ville, avec justement les grosses oppositions à Good Move, tout ça percole chez le public de votre âge en termes de vision de ville je crois qu'il n'y a pas un public étudiant, il y a plusieurs étudiants avec plusieurs opinions. C'est vrai que c'est un public particulier qui ne se déplace pas de la même façon. Il n'y a pas beaucoup d'étudiants, par exemple, qui ont une voiture. Donc, Good Move, ça les touche moins directement. Et nous, avec le mouvement étudiant, on n'a pas fait une grosse campagne là-dessus. On est plus occupé avec les questions de l'enseignement supérieur, avec les questions de sexisme sur le campus. Ça, c'est notre rôle avec Comac. Comac, ce ne sont que les étudiants. Les jeunes travailleurs, par exemple, ou les jeunes chômeurs ne sont pas dans Comac. C'est ça. Donc, avec le PTB, il y a deux mouvements de jeunes. Il y a le mouvement étudiant, ça c'est Comac. Il y a Red Fox, qui est un mouvement pour les plus jeunes. Et puis, les jeunes travailleurs peuvent rejoindre le PTB en soi. On veut des jeunes dans le PTB aussi. Ils sont au PTB, mais il n'y a pas de section particulière pour eux. Et de votre côté, Aline, à quel moment vous vous retrouvez soit en symbiose, soit en opposition avec l'écolo? De nature, dans l'identité d'écologie, on se considère extrêmement indépendant d'écolo. Et on le crie partout. Je pense que tout le monde le sait maintenant. On est donc sur quelle matière, par exemple? En général, déjà, on se considère de manière dans la gestion, vu qu'en priorité, on est une organisation de jeunesse. Donc, on n'est pas officiellement, pour nous, la jeunesse du parti, mais bien une organisation de jeunesse thématique. Et donc, notre première mission, c'est de former des cracks, des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires. Et puis après, c'est vrai qu'on a quand même une vision commune qui est l'écologie politique. Et je pense qu'on s'entend avec Écolo sur une fourchette de 80 à 90% de la vision. Mais je pense que l'écologie est déjà beaucoup plus radicale sur certaines positions. Et en fait, je pense par exemple, sur les centrales nucléaires, vous n'auriez pas accepté du tout. Du tout. Et ça, c'est un exemple de position différente. Oui, en fait, en interne, on a des groupes de travail qui travaillent sur des positions. Donc forcément, sur les thématiques qu'on va aborder aujourd'hui, je n'ai pas forcément une position d'écologie sur tous les sujets, parce qu'on n'a pas travaillé partout là-dessus. Mais c'est vrai que voilà, on a des positions quand même assez différentes. On va voir sur le sujet suivant, quoique ce week-end, c'est la Pride, et mercredi, c'était la journée contre l'homophobie, et plus largement contre toutes les discriminations dont sont victimes les minorités LGBTQIA+. La SNCB s'est pris, par exemple, des volets de bois vert, car elle s'est affichée clairement dans la lutte contre ces discriminations ou ces agressions. Reportage sur Trainbow, Jamison Lins et Charles Carpron.
Arc-en-ciel de part et d'autre, c'est un train peu ordinaire qui fait son entrée en gare. La SNCB a mis sur les rails son tout premier train aux couleurs LGBTQIA+, un projet qui vise à montrer le soutien de la société ferroviaire envers cette communauté, comme le précise Marianne Hiernaud, porte-parole de la SNCB. Ça marque vraiment le soutien de la SNCB dans la lutte contre les discriminations homophobes et transphobes. C'est vrai qu'on travaille depuis déjà des années sur les thématiques de diversité et d'inclusion, avec notamment la création par exemple d'un guide pour la transition de genre au travail, pour les aménagements raisonnables pour le handicap au travail. Et donc c'est vraiment une cause qui nous est chère, et c'est aussi un message qu'on veut faire passer à tous nos voyageurs et aussi à notre personnel, que tout le monde est bienvenu dans les trains. Dans le train, les voyageurs ne sont pas nombreux, mais ceux présents se réjouissent de voir une action comme celle-ci. Je pense qu'il est grand temps que tout le monde fasse la part des choses sur cette communauté. Elle a toujours fait partie de notre société et elle a toujours été pointée du doigt. Alors pourquoi pas juste faire en sorte que ce soit normal pour tout le monde et que tout le monde se rende compte que c'est naturel et normal. Je ne sais pas si la SNCB fait ça par en réelle envie ou juste parce que c'est un coup de publicité ou je ne sais quoi, mais oui, non, je pense pas que ce soit une mauvaise chose. Ce train coloré est donc parti pour sillonner tout le pays pendant plusieurs mois. Soyez attentifs, vous aurez peut-être l'occasion de l'apercevoir pas très loin de chez vous. Alors donc, on a vu que dans le sport, certains refusent de s'afficher contre les discriminations LGBT-phobes. Il y a eu un stand arc-en-ciel dans une école à Genk qui était intimidé par des élèves chauffés à blanc au cri de Allah Akbar. Il y a un débat au LES Saint-Pierre sur un passage pour piétons arc-en-ciel dont le bourgmestre ne veut pas. Alors, est-ce que aujourd'hui, on va commencer par vous, Aline Niaz, on a l'impression que la lutte contre les discriminations et l'homophobie, on a toujours besoin de répéter cela? C'est nécessaire, c'est un combat de longue haleine et ça a été pareil pour la lutte contre le racisme. En fait, tout le monde a sa place dans cette société et les violences doivent être dénoncées et les droits protégés. Je pense que, vous l'avez sûrement vu, l'UNIA qui lutte contre la discrimination et pour l'égalité de la chance notait que les plaintes liées aux violences liées à l'identité de genre et l'orientation sexuelle ont explosé. Ça fait 5 ans que c'est le taux le plus élevé en fait des plaintes au sein de l'UNIA. Et donc c'est problématique. Et donc il est nécessaire de continuer à mettre en place des systèmes. Et je pense que durant cette mandature, on a eu quand même beaucoup d'avancées, notamment les 133 mesures. Oui, mais je ne comprends pas. Alors ça va mieux ou ça va moins bien? Parce que vous avez l'air de dire que si les plaintes explosent, ça veut dire que ça va moins bien. Et plein de mesures ont été prises, donc ça devrait aller mieux. Est-ce que les plaintes qui explosent, c'est pas aussi dû au fait qu'on ose aller porter plainte et que ça permet de montrer une réalité? Oui, mais la parole se libère de plus en plus. Et donc, moi, je pense qu'on va vers de l'avant à travers les mesures politiques qui sont mises en place. Mais c'est vrai que du coup, au fur et à mesure où on va vers de l'avant et en fait, on médiatise le sujet, forcément, les contre-avis aussi assument officiellement. Et quand on voit un ancien député, Vlaams Belang, qui traite le drapeau LGBT comme le drapeau des pédophiles, on voit qu'en fait, il y a une autre partie des personnes qui ne sont pas d'accord avec ça. Et donc, c'est vraiment un travail de longue haleine sur la durée. Ça ne va pas changer du jour au lendemain. Oui. Octave Do, même avis? Oui, à fond, c'est un combat permanent contre les discriminations, mais que ce soit les discriminations contre la communauté LGBT, mais contre aussi les discriminations... Toutes les minorités, vous voulez dire. Oui, le racisme, le sexisme, etc. C'est un combat. Et voilà, il y a effectivement une libération de la parole. Il y a beaucoup de gens qui prennent conscience aujourd'hui. Mais de l'autre côté, il y a un vrai courant réactionnaire dans le monde entier, c'est pas juste en Belgique, qui pousse contre les droits des personnes LGBT. Je pense à Trump aux États-Unis, je pense à Viktor Orban en Hongrie, où il y a toute une série maintenant de zones où ils sont fiers d'afficher que c'est des zones où il n'y a personne de LGBT dans cette zone. Je pense à l'extrême droite en Flandre, je pense à l'extrême droite en France, etc. Et tout ça, ça a un impact. Il y a plein de gens maintenant qui se sentent un peu pousser des ailes. Ah, on peut le dire dans les médias, on peut le dire ici. Bah moi, je le dis aussi. Et donc, ouais, c'est un vrai combat. Et c'est pour ça que cette semaine de la Pride, c'est pas juste une semaine de fête. Et donc, ça, c'est comme important. il n'y a pas d'extrême droite finalement en Fédération Wallonie-Bruxelles, alors il n'y a pas de problème en Fédération Wallonie-Bruxelles? Je crois que c'est plus compliqué de ça parce que l'extrême droite en Fédération Wallonie-Bruxelles, il n'y a pas de parti. Et ça, c'est une vraie chance et c'est quelque chose qu'on doit protéger dans notre espace démocratique. Mais de l'autre côté, tout le monde voit ce qui se passe en France. Il y a beaucoup de gens qui suivent ce qui se passe en Flandre aussi et qui voient ces discours-là. Les idées d'extrême droite et le racisme, elles ne sont pas absentes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En répondant à des questions, oui, que ça ne se reflétait pas dans les urnes, mais qu'il y avait des positions. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que
On n'a pas eu le problème des manifestations comme du mariage pour tous, comme en France il y a des années et des années. Ça pouvait laisser penser qu'en Belgique, on était... pour la retraite à 67 ans non plus. Non, il y a mais des je veux dire, c'est vrai différences entre les pays. Oui, mais ça pouvait laisser penser que c'était quelque chose qu'on avait réglé ici. Et or, c'est vrai que maintenant, il n'y a plus un poste. On parlait de la SNCB dans le reportage, mais quand la STIB aussi, je pense que l'année passée, avait mis une photo aussi de son bus ou de je ne sais plus quel truc. Il y a directement dans les commentaires des choses assez violentes qui s'expriment. Mais on voit aussi que quand même la Pride ou les arcs-en-ciel s'institutionnalisent beaucoup plus qu'avant. Donc ça, c'est quand même un progrès. Pascal Vrébos ? Mais il faut dire qu'on vient de loin. Hein. L'homosexualité était une maladie mentale jusqu'en 73. L'OMS, on a dû attendre 80. Donc ça avance, mais ça avance lentement. Pourquoi ? Mais parce que l'idée que la liberté sexuelle devrait être une évidence, que chacun choisisse sa sexualité pour avoir un équilibre, un bonheur, à condition d'avoir le respect de l'autre, c'est pas encore dans tous les esprits. Quand vous voyez certaines cultures amidonnées par des préjugés, les monothéismes, qui sont radicalement contre ça, ne l'oublions pas. Vous avez parlé de Genk et de Allah Akbar, vous avez parlé en Hongrie, etc. Les monothéismes sont contre l'arc-en-ciel globalement. Alors bien sûr, la religion catholique a évolué, heureusement, mais regardez l'orthodoxe, là, Kirill. Oui, lui, alors là, il a un discours extrêmement anti-homo, anti tout ce qu'on veut, sauf la morale soi-disant présumée biblique. Donc là, il y a un problème où on est extrêmement loin. Donc le combat, à mon avis, doit se poursuivre. Peut-être pas en changeant les passages de piétons en multicolores, non. En éducation, dans l'enseignement des textes sacrés et de leur interprétation. Et là, il y a un peu de censure. Vous ressentez chez les jeunes une emprise de la religion la question. Vous êtes des jeunes qui sont vraiment jeunes. Ce n'est pas toujours le cas des responsables jeunes. L'un a 23 et l'autre 24. Alors, est-ce que vous avez l'impression que dans l'éducation que vous avez eue à l'école, avec le nombre d'années dont Ali nous a parlé, de ces années scolaires, mais est-ce que vous avez l'impression qu'on vous a enseigné les choses dans ce sens-là, de lutte contre les discriminations ? Moi, je crois que c'était ni dans un sens ni dans l'autre. Honnêtement, je crois que dans l'école où j'étais, j'avais des professeurs plutôt progressistes, et donc il n'y avait pas cette question-là qui se posait, mais c'est vrai qu'on n'en a pas... Il n'y a pas eu une vraie discussion sur le sujet non plus. Ceux qui sont contre n'ont pas l'occasion peut-être de changer d'avis. Ali, dans votre expérience ? Je pense, mis à part au cours de morale à l'école, où on parlait du respect de tous, c'est vrai que la question ne s'est jamais réellement posée. Et c'est vrai qu'il y a une partie très importante à l'école, et c'est vrai qu'à l'époque, on n'en parlait pas assez, mais vu que... Parce qu'en fait, je pense que c'est pas parce qu'on n'en parlait pas avant que tout allait bien, justement. C'est qu'on n'en parlait pas du tout, et donc les gens ne se sentaient pas concernés. Et donc, vu que nous, dans le débat public, on l'amène, les gens commencent à dire « Ah, là, ça commence à arriver, moi, je ne suis pas d'accord. » Et donc, je pense que c'est un combat qui va jouer politiquement, mais aussi socialement. C'est l'école, la politique, les institutions, les protections. Tout le monde doit s'y mettre. On doit vraiment tous s'y mettre. Et c'est, comme tu le disais, c'est tant l'orientation sexuelle que l'origine, que la religion. C'est vraiment une grande lutte. Et justement, on parle beaucoup d'intersectionnalité. Donc, on en vient aussi dans l'idée du respect de l'individu, vraiment de chacun dans toutes ses facettes, et notamment la religion. Est-ce que du coup, c'est vrai qu'à partir du moment où les religions sont loin d'être en avance pour tout ce qui est des lois, sur les lois civiques par rapport à ce genre de droits-là, est-ce qu'il y a une emprise du religieux qui est présente chez les jeunes et qui peut entamer comme ça ces progrès qui sont faits après pour tout ce qui est respect de l'identité de genre et est-ce que vous le sentez dans vos mouvements, par exemple, Octave ? Je crois qu'il y a... C'est double comme question, parce que moi je connais aussi plein de jeunes qui ont une croyance quelconque et qui n'ont pas de problème particulier avec le fait que des gens vivent leur vie comme ils l'entendent et fassent partie de la communauté LGBT. Moi, je suis dans un mouvement justement très divers où il y a des gens qui pratiquent la religion, d'autres pas. Il y en a qui sont gays, lesbiennes, etc. Et ça pose pas de problème et on arrive à s'entendre. Mais ça, c'est une question de génération, vous croyez ? Chez les jeunes, ça se ressent davantage, ça ? Je suis pas sûr que ce soit une question de génération, honnêtement, mais... C'est une question que chez Coma qu'on est mieux que chez les autres. Et Ali, chez Écologie ? Il paraît que chez Écologie, c'est une orientation très diverse et donc j'ai pas forcément l'impression de ressentir une pression. Mais si quelqu'un se dit homophobe dans un de vos mouvements, vous lui dites non, ça va pas, c'est la ligne rouge, tu dois quitter le mouvement ? En fait, une personne qui se dit homophobe ne rejoindrait pas Écologie parce que foncièrement Écologie de réputation est déjà très très progressiste. Donc je pense pas que ça arrivera chez nous, mais c'est vrai que c'est un no way.
Et chez vous, Octave ? J'ai jamais été confronté au cas parce que je crois qu'effectivement, je rejoins Ali, je crois que quelqu'un qui est foncièrement homophobe irait voir notre page Instagram et s'il en fait un sujet, il viendrait pas chez nous. Mais de l'autre côté, il y a quand même une chose qui est importante. Dans la société, ces questions des discriminations, il y a plein de gens qui ont des préjugés racistes, sexistes, LGBTophobes. Et donc, il va falloir aussi discuter avec ces gens. Si on dit maintenant, tous ces gens, on ne discute plus avec et ils font pas partie de notre cercle. Et ça, c'est quelque chose auquel je trouve qu'on doit faire attention à gauche. C'est pas de dire, ces gens-là, ils font plus partie de notre cercle, on discute pas. Ouais, dans une pureté militante qui, finalement, au lieu de permettre de c'est-à-dire convaincre les gens, doit être dans les deux sens. C'est ça, finalement. On doit même respecter celui qui a un avis qui est un peu contradictoire avec l'humanisme. Ouais, je respecte pas la discrimination, ça non, mais par contre, discuter avec tous les gens qui ont des préjugés et qui pensent d'une autre façon, ça il va falloir le faire. Parce que sinon, en Flandre, il y a 25% des gens qui pensent voter Vlaams-Belang aux prochaines élections. On va pas faire 125% des Flamands. Non, puis c'est différent de respecter une pensée que de respecter la personne, évidemment. Et ayons quand même une petite pensée sur tous les LGBT de la planète qui sont souvent persécutés. Nous vivons encore ici dans un îlot. Et si vous regardez l'ensemble de la planète, là, l'arc-en-ciel, il faudrait qu'il traverse le ciel. Hein. Les têtes d'affiche à présent, je vous propose à tous les deux une galerie de portraits de personnalités qui ont fait l'actualité de la semaine. À vous de choisir celle qui vous inspire, en bien ou en mal. Et on commence par Ali Niaz. Je vous propose Tariq Ramadan, dont le procès pour viol a commencé, ou Beyoncé, avec un concert d'anthologie au stade Roi-Baudouin, ou encore Eric Snook, le nouveau patron de la police fédérale à d'intérim, ou enfin Recep Erdogan, qui tient la corde pour garder le pouvoir en Turquie. Qui choisissez-vous? Tariq, Beyoncé, Eric ou Recep? Alors je vais faire un choix pas du tout politique, et je vais prendre Beyoncé. C'est un choix. J'aurais une question. Oui. Alors allez-y. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous plaît ou qu'est-ce qui vous déplaît dans Beyoncé? Personnellement, j'ai pas été au concert parce que j'ai pas pu avoir de tickets, malheureusement. Vous ne faisiez pas partie des élus de Bruxelles-Ville, évidemment. Malheureusement, ça n'a pas l'air d'être quelque chose de très collé au vert, mais plutôt à d'autres parties, je suppose. Mais c'était pas ça la question. Ça faisait quand même depuis un cabinet écolo. Je sais pas, je suis pas au courant. Mais non, ça concernait tous les partis de la majorité à Bruxelles, de toute façon. Okay. Non, mais peu importe, c'était pas ça la question, c'était Beyoncé en tant que telle. Mais j'ai eu quand même des chouettes retours de l'organisation au niveau du déplacement, de la mobilité des personnes pour y arriver. Et je sais qu'il y avait des tickets combinés avec les transports en commun sur Bruxelles. Et donc, je trouve que ça a quand même été bien organisé. Et ça fait au moins aussi un peu rayonner Bruxelles parce que souvent on ne dit pas assez les bonnes choses qu'on peut trouver à Bruxelles. Donc certes, un concert, ça a quand même un coût écologique énorme, mais d'à côté... Il y avait quelque chose qui m'a fait sourire, c'est un tweet d'Alain Marron pour dire combien de personnes étaient venues à vélo, en métro... de Benoît Hellings. Ou de Benoît Hellings, oui, effectivement, oui. Et alors, il comparait le nombre de voitures aux usagers. Et alors, évidemment, il y avait 4800 voitures, ce qui n'est finalement pas beaucoup sur 53 000 personnes. Et puis, il y avait le nombre de personnes en transport en commun, en métro, en bus. Et finalement, ça ne collait pas à moins de mettre 5 personnes par voiture. Donc, évidemment, il y avait 23 000 personnes en voiture, de manière générale, et le reste avec les autres moyens de transport en commun. Donc, il y avait quand même beaucoup de voitures, c'est ça le point. Mais on va passer à 4 autres personnes avec vous, Octave Daube. Je vous propose Stromae, qui a annulé toute sa tournée, rattrapé par le spleen. Jean Carroll, victime de Donald Trump, qui a obtenu sa condamnation au civil. Ou encore Nicolas Sarkozy, condamné à 1 an de bracelet électronique en appel, mais il va aller en cassation. Ou Arman Soldin, journaliste de l'AFP, victime de tirs russes près de Bakhmout cette semaine. Qui choisissez-vous? Stromae, Jean, Nicolas ou Arman? C'est un choix difficile, mais je crois que je vais prendre Nicolas Sarkozy parce que c'est Nicolas Sarkozy, quoi. Non, moi, ça m'a fait quand même un peu plaisir, j'avoue, de voir que pour une fois, quand il y a des magouilles comme ça au sommet de l'État, etc., les gens s'en tirent finalement pas toujours non plus. Bon, il fera 1 an en bracelet électronique dans sa très très belle maison. Pas sûr. Pas sûr, parce qu'il veut aller en cassation. Oui, on verra, oui. Mais voilà, c'est quand même impressionnant, la justice de classe dans un pays comme la France. Mais à mon avis, en Belgique, on a des affaires qui sont pas plus jolies, où on a quelqu'un dont on est maintenant persuadé qu'il a joué de la corruption pendant toutes ces années de présidence et de mandat.
et il s'en tire mais beaucoup mieux que quelqu'un qui aurait... de Sarkozy. De Nicolas Sarkozy, oui, qui est quand même un multirécidiviste sur la corruption, et il en prend beaucoup moins que quelqu'un qui aurait vendu du shit dans la rue. Ça, c'est quand même une justice à 2 vitesses qui est incroyable, quoi. Et je voudrais quand même que vous vous positionnez sur Arman Soldin, pas spécialement en tant que tel, mais il y a souvent beaucoup de critiques sur le PTB qui ne veut pas qu'on donne des armes à l'Ukraine. Est-ce que, en ne voulant pas donner d'armes, est-ce qu'on ne favorise pas la Russie ? Moi, je ne crois pas qu'on favorise la Russie ou l'Ukraine. Nous, avec le PTB, on a toujours défendu une ligne. Non, mais certainement, on ne favorise pas l'Ukraine en ne lui livrant pas d'armes. Ça, c'est clair. Non. L'idée est plutôt de savoir, ici, si la Belgique ne livre pas d'armes à l'Ukraine, est-ce qu'elle ne favoriserait pas, dans ce cas-là, la Russie ? Mais pour être très clair, je ne crois pas que l'envoi d'armes aujourd'hui aide l'Ukraine particulièrement. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on est en train d'envoyer des armes et des armes et des armes, et on n'arrête pas une guerre en envoyant des armes. Nous, avec le PTB, on a toujours défendu une politique pacifique. On veut la fin de la guerre, parce qu'un conflit, pour les Ukrainiens en premier lieu, c'est affreux à vivre, c'est un enfer sur Terre, un conflit comme ça. On veut que ça s'arrête, et on pense qu'il faut un processus diplomatique. Toutes les guerres, elles finissent par des négociations. Donc vous êtes pour la solution Trump, qui veut les réunir tous les deux et qui, en une réunion, va régler la paix. Non, mais ça, je crois que personne ne croit en Trump, mais je crois que l'Europe aurait pu... En quoi ? Ben moi, je crois que l'Europe, par exemple, aurait pu avoir un vrai rôle diplomatique. L'Europe, c'est quand même... mais à quel moment ? C'est pas rien, mais dès le départ, on aurait dû engager des processus de paix et des processus de discussion, et on n'a jamais voulu le faire. Tout en laissant alors la Russie envahir l'Ukraine dans les premiers jours, ou s'il n'y avait pas eu de réponse, alors ça aurait été... Mais ça, c'est de toute façon arrivé. La Russie a envahi l'Ukraine dans les premiers jours. Il y a pas... Enfin, il y a eu une réponse. Il y a eu une réponse, mais de toute façon... Il n'aurait pas lu ne faire aucune réponse Est-ce que maintenant c'est trop tard, ou bien il y a moyen de faire la paix d'après vous maintenant ? Il va bien falloir faire la paix un jour. Oui, qu'il va falloir faire la paix. Oui, mais il va le faire. Alors, autant se mettre autour de la table des négociations maintenant le plus vite et de trouver une solution de paix. Et je crois que l'Europe peut jouer un rôle là-dedans. Très bien, mais... Il y a 2 visions. Oui. Ali, là-dessus, peut-être Écologie n'a pas foncièrement une position ancrée sur l'envoi d'armes, mais c'est vrai qu'il faut poser la réflexion de se dire, est-ce que foncièrement c'est utile d'envoyer des armes et voir quel retour on peut avoir derrière, parce qu'en fait, envoyer des armes de haute technologie sur un territoire en guerre, en fait, il y a un risque que ces armes en fait soient réutilisées dans d'autres camps par d'autres personnes, et donc c'est vrai qu'il y a une réflexion de vers où on les envoie, mais en temps de guerre, en fait, il y a des concessions à faire et des choses à faire, et c'est vrai que à ce moment-là, la question doit être posée. Je sais qu'Écolo est un parti foncièrement pacifiste et contre l'armement, donc foncièrement, Écologie est contre l'envoi d'armes. Mais c'est vrai qu'il y a une réflexion à se faire, parce que c'est 2 poids 2 mesures. Mais donc, quelle est votre position aujourd'hui chez Écologie ? Plutôt militariste ou plutôt pacifiste, comme celle d'Octave Daube ? Écologie est définitivement pacifiste. Oui, mais donc on n'envoie pas d'armes. On n'envoie pas d'armes. Mais c'est vrai que moi, personnellement... sans être, tout cas, en tant que personne, j'aurais une réflexion plus développée là-dessus, parce que je me pose quand même beaucoup plus d'autres questions. Mais c'est vrai qu'écologie, foncièrement, c'est pacifiste, et on fait partie de la CNAPD. Vous n'avez pas la même position qu'Écolo, c'est un peu binaire comme proposition que vous faites. Parce que je sais, mais voilà, on est ici pour essayer... Et on ne fait rien. Ben non, on ne fait rien, nous sommes pacifistes, venez. Venez et on va faire la paix. C'est pas rien faire d'engager un processus de paix. Ça, je crois qu'on a oublié, mais il y a eu des mouvements sociaux pendant tout le XXe siècle extrêmement importants qui demandaient la paix, qui se battaient pour que les guerres s'arrêtent, parce que c'est des guerres entre grandes puissances impérialistes qui se battent pour des intérêts économiques aujourd'hui. Et ces guerres-là, c'était la même chose pendant le XXe siècle. Il y a eu des grands mouvements. Le mouvement ouvrier était à l'avant-poste de se battre pour que ça s'arrête. Vous croyez que la Russie a fait la guerre économiquement contre l'Ukraine ? C'est ça votre position ? Je crois que c'est plus compliqué que ça, parce qu'on ne vit pas dans un monde où il y a juste l'Ukraine et la Russie. Non, mais ici, l'exemple, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'il y a tout le bloc occidental qui est aussi représenté par l'OTAN derrière. Où à un moment... C'est l'OTAN qui a fait la guerre à la Russie ? C'est pas ça que je dis. C'est la Russie qui a envahi l'Ukraine. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est très, très complexe. Hein. La seule chose qu'on puisse dire, même si ça ne sert à rien, c'est que dans les années 2000, il y a eu un rapprochement entre l'Europe et la Russie qui a été raté, et que l'après-Gorbatchev a été, je pense, raté par tout le monde.
bien, 5 infos de la semaine, laquelle vous a ravi ou vous a énervé et pourquoi. Tout d'abord, le Covid au Giro avec Remco Evenepoel qui doit abandonner son rêve. Le RUDM en D1A. Il y aura 3 clubs bruxellois en D1 la saison prochaine. Georges-Louis Boucher dans Special Force, le président du MR dans une télé-réalité, où cette personne morte depuis 1 an à Laken, abandonnée de tous dans son logement, ou Cannes, où il n'y a pas de Belges en compétition cette année. En tout cas, dans la compétition officielle. Alors, que choisissez-vous? On commence par vous, Octave. Je crois que je vais prendre la personne qui est décédée à Laken depuis 1 an. C'est pas quelque chose qui est réjouissant. On a découvert son corps, et or, il était mort depuis 1 an. Parce que je crois que la solitude, c'est quelque chose qui touche beaucoup de gens aujourd'hui en Belgique, beaucoup plus de gens qu'on le croit. Que ça fait beaucoup de dégâts et que le manque, par exemple, de services publics aussi, c'est une des conséquences de ça. Le fait qu'on voit de moins en moins de gens à la poste, qu'on voit de moins en gens à la banque, etc. Ça fait en partie du délitement. On est plus en plus chez soi, on a moins de contact, on résout tous nos problèmes sur un ordinateur. Ou pas. C'est positif dans certains cas, mais c'est pas positif dans tous les cas de voir moins de gens aussi dans ce cadre-là. Oui. Ali, vous, une autre info parmi ces infos de la semaine? RWDM en D1, ça me ravit. Vous êtes de Molenbeek? J'habite à Anderlecht, mais le terrain est derrière moi, du coup j'entends, donc je sais qu'ils vont crier beaucoup plus fort maintenant. Mais j'ai beaucoup joué au football quand j'étais petit, et donc j'ai eu l'occasion de jouer contre eux quand j'étais plus jeune. Et donc franchement, ça m'a ravi d'avoir des clubs bruxellois qui brillaient à l'époque et qui ont été relégués et remontés en D, donc c'est bien ça. Ça va faire de sacrés derby. Hein. Et ça met une bonne publicité pour le football belge qui commence à reprendre de l'ampleur, et je trouve ça vraiment sympa. Et quand il y aura un derby RWDM Anderlecht, quelle sera votre position? Je me sens pas... Pas supporter de l'un ou de l'autre? Moi, je suis supporter de l'Union Saint-Gilloise parce que j'ai vécu 20 ans à Saint-Gilles. Donc je ne supporterai ni l'un ni l'autre. Je supporterai l'Union. Et vous, Octave, vous supportez un des 3 clubs? Je dois faire un aveu, je ne regarde pas du tout le foot. Non, mais il y a moyen d'aller au stade aussi. On n'est pas obligé de regarder. Il y a Remco aussi. Hein. Voilà. Bon, très bien. Cette semaine à Bruxelles, les réunions se sont multipliées en termes de participation citoyenne au Parlement fédéral avec l'initiative We Need to Talk, ou au Parlement bruxellois, où des élèves de l'IEX ont interpellé des députés. Reportage Michel Guéhière et Anna Laouan. Un air de jeunesse sur les bancs du Parlement bruxellois. Mais ne doutez pas de ceux qui s'expriment aujourd'hui. Ils ont des idées plein la tête. Leur fil rouge, comment revigorer la démocratie. Moi, l'abolition du vote en casse de tête, qui a un problème avec les votes évolutifs, on est plutôt contre avec mon équipe. Sans jeunes assis, 8 députés qui écoutent et répondent à tour de rôle au thème qui leur est imposé. Pas possible de se cacher si l'on est désigné. Je pense qu'on devrait d'ailleurs répéter ce genre d'opération plusieurs fois par an. Ça nous permettrait aussi, nous, élus, d'avoir un contact avec des jeunes qui ne sont pas tous les jours en contact avec le milieu politique, avec ce qui se fait, et pouvoir aussi entendre des idées neuves. L'échange se fait de manière encadrée et les élus n'hésitent pas à dire non à certaines propositions, oui mais à d'autres. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on invite de plus en plus les citoyens dans la politique pour donner leur avis, pour parler, mais est-ce qu'on écoute vraiment? C'est surtout ça la question. Parce que ça peut être frustrant d'être invité pour parler, de participer, de réfléchir, etc., comme on le fait parfois avec les commissions délibératives. Mais après, le vote et le voix des citoyens, ça reste toujours consultatif. Du côté des députés d'un jour, on apprécie l'expérience qui demande aussi une dose de courage au moment de se lancer devant des élus rompus aux joutes verbales. On connaissait quand même de noms, pas forcément de visage, mais forcément on connaissait le Parlement bruxellois, on passe tous les jours devant pour aller à l'université et c'est quand même une bonne expérience de pour une fois rentrer dans l'hémicycle en tant que citoyen et de se faire entendre. Présenter notre projet devant des vrais politiciens, devant des politiques, ça c'est impressionnant parce qu'ils ont un avis d'experts et ils vont nous répondre. Et donc, avoir travaillé suffisamment pour proposer un projet concret qui a une valeur à leurs yeux, c'est stressant un peu. 2 minutes 30 pour convaincre, pas plus. C'est court, mais cela ouvre des perspectives. Ils ne se laissent pas facilement convaincre et le challenge est là aussi pour nous d'essayer de les convaincre et voir ce qu'ils ont à nous répondre et répondre à ce qu'ils nous disent justement. Parmi les idées qui ont peu convaincu, celle d'abolir les listes de partis ou totalement le vote en casse de tête. Par contre, l'abaissement de l'âge du vote à 16 ans pour toutes les élections plaisait à plusieurs partis,
c'est sans doute le début de quelque chose. Alors Pauline de Glume, on parle aussi beaucoup de financement de partis dans ces différentes discussions citoyennes. C'est quelque chose qui intéresse les Bruxellois. C'est marrant parce qu'on voit là toute la difficulté qu'ils disent de les convaincre, tout ça. Et en fait, forcément, on se retrouve avec des partis et des élus qui doivent décider des règles qui s'appliquent après à eux-mêmes. Enfin, c'est très compliqué à faire bouger. Ce qui est intéressant, donc, c'est que du côté d'Écolo, il y a Jean-Marc Nollet donc, qui a dit que lui, on pouvait changer certaines règles pour le financement des partis avant les élections. Il parlait d'un plafond pour les dépenses qui étaient faites sur les réseaux sociaux. Du coup, ma question va plus au COMAC. On sait que le PTB fait beaucoup de dépenses de communication politique sur les GAFAM. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, vous, depuis votre organisation, vous leur dites quelque chose par rapport à ça? Les GAFAM, c'est les entreprises digitales et numériques. Mais donc oui, Google, Apple, Facebook, Amazon. Je traduis pour plus de 40 ans. Mais, je crois qu'on doit commencer. Le premier problème, en Belgique, le financement des partis politiques, c'est énorme. On est largement, je crois qu'on est au double de la moyenne européenne. Donc, nos partis reçoivent vraiment des sommes énormes d'argent public. Donc il n'y a jamais d'argent public pour aucun service public, mais pour les partis politiques, on est 2 fois plus qu'au niveau européen. Visiblement, il n'y a pas encore trop de soucis pour les trouver. Et donc la première chose que nous on dit, c'est qu'on... On a 3 à 4 fois plus d'élus aussi dans notre pays. C'est vrai, mais ça, c'est aussi en partie un problème. Oui, mais c'est là où moins ça va. Moins d'élus, moins de financement pour les partis, et après, dans l'usage... Dans l'usage, je crois que c'est double. Nous, pourquoi est-ce qu'on fait beaucoup de communication sur les réseaux sociaux? En partie, le PTB a un parti, c'est les dernières études qui le montrent, qui est moins représenté dans les médias que son poids politique réel, particulièrement en Flandre, où le paysage médiatique flamand est quand même difficile et un peu hostile parfois pour le PTB-PVDA. Du côté de la Fédération Wallonie-Bruxelles et par exemple ici à BX1, vous êtes représenté de manière tout à fait équilibrée. En tout cas, si on regarde par exemple les présidents de parti, Raoul Edebo est le président qui est le plus sous-représenté dans les interviews, et Georges-Louis Boucher, par contre, il explose toutes les interviews et tous les records. Et donc là, c'est pas une question juste de feeling, c'est aussi une question vraiment de comment on le voit. Et donc nous, on investit notre argent pour que les gens voient nos idées, nos propositions, et c'est sur les réseaux sociaux parce que les gens y sont. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui regardent les réseaux sociaux et nous, on veut leur proposer notre vision du monde. Je comprends, mais sur le fait que du coup, c'est de l'argent qui part dans des entreprises qui ne sont pas forcément sur des modèles que vous preniez par ailleurs, est-ce que ça atteint du coup ses limites? Est-ce que ça pose un dilemme moral? Mais là, on est dans le débat où nous, on est un parti anticapitaliste, mais on n'a pas choisi le système dans lequel on vit. Aujourd'hui, on vit sous le capitalisme. Les grandes entreprises, elles sont dirigées par une poignée d'actionnaires. C'est des grandes multinationales. C'est pas mon modèle, mais j'ai besoin de vêtements, j'ai besoin d'un téléphone et on a besoin de faire de la communication. Ali Niaz, chez vous, chez Écologie, quelle est votre position parmi tous ces débats sur le financement des partis, sur le vote à 16 ans? Quelles sont vos positions? On est extrêmement pour le vote à 16 ans et on est en train de travailler sur une campagne pour justement sensibiliser les jeunes de 16 ans sur le fait qu'ils peuvent aller voter, qu'ils doivent s'inscrire. En tout cas pour le Parlement européen déjà. Pour le Parlement européen, c'est un très bon début. Mais en fait, je pense que c'est des initiatives extraordinaires. En fait, pour moi, la démocratie, c'est un élément vivant et on ne doit pas s'arrêter au fait de... On a voté pour le programme, tant pis c'est comme ça, comme on peut voir... en France en disant voilà, on a voté pour Macron, tant pis c'est comme ça. Je pense que la démocratie c'est vivant, c'est en perpétuel changement et on doit donner la place en fait aux citoyens dans cette démocratie. Et je pense que les commissions délibératives c'était une étape, une superbe étape avec un côté où on écoute, mais je pense qu'on peut encore aller plus loin dans un référendum où en fait le citoyen a une réelle force en fait, et donc peut vraiment donner son avis. Après c'est encore un grand débat parce que le référendum c'est positif, comme ça pourrait amener d'autres choses. On compare souvent la situation à la France, comme vous le faites, on l'a fait à d'autres moments, mais en Belgique, il y a quand même quelque chose de particulier, c'est qu'avant qu'un gouvernement soit formé, les partis qui le forment créent un programme pour l'ensemble des 4 ans à venir. Est-ce que, dans votre cas, est-ce que Écologie pèse sur ce programme? Est-ce qu'il y a des propositions qui peuvent passer? Clairement qu'il y a un fort contact avec Écolo. Quand Écologie valide, là récemment on a validé à notre dernier AG notre position sur les violences policières. Et donc c'est une position qui va être envoyée en interne à Écolo. Et vous espérez que ça va être repris dans le programme d'Écolo? On espère qu'en fait ça a déjà été d'une certaine manière utilisé. On envoie toujours nos positions et nos avis et en général Écolo va nous poser des questions sur certaines positions pour voir ce que nous on pense et ce que nous on voudrait amener. Et donc en général on a un certain poids. Je ne dirais pas qu'on a un poids
de fou malade, parce que voilà, on reste une zone de jeunesse, mais en tout cas, il y a une écoute qui est présente et il y a de la réflexion. Même question pour vous, Octave Daube, même si on sait que le PTB n'est pas très friand d'être au pouvoir seul, en tout cas, d'être au pouvoir avec d'autres plutôt, est-ce que vous pensez avoir une influence sur le programme du PTB ? La première chose, juste pour réagir quand même là-dessus, nous, on n'a rien contre aller au pouvoir ou aller dans un gouvernement. Ce qu'on veut, c'est que si on y va, c'est pour imposer un vrai changement, un changement de rupture. C'est l'argument qu'on entend. Oui, mais c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Mais vous savez bien que c'est pas très réaliste, puisque chacun doit mettre de l'eau dans son vin quand on est à plusieurs. On se mange le néolibéralisme depuis 30 ans à toutes les sauces, et presque peu importe le gouvernement et peu importe sa couleur. Nous, on veut un changement, on veut investir dans les services publics, on veut des politiques pour des meilleurs salaires, enfin voilà, si c'est pour participer à un gouvernement qui bloque les salaires, je suis content que mon parti ne le fasse pas, j'en suis plutôt fier. Votre influence du COMAC par rapport au PTB Notre influence, c'est qu'on travaille avec le parti sur plein de questions, par exemple sur les questions de l'enseignement supérieur. C'est un thème que nous, on fait beaucoup, et donc oui, on en discute ouvertement. Sur vos thèmes qui concernent les étudiants, c'est ça un peu. Sur les autres thèmes aussi. Moi, j'ai une petite question à vos deux invités, parce qu'ils sont jeunes, et c'est bien que vous les ayez invités. À chacun d'entre vous, quel est aujourd'hui le pays ou la région qui est le plus proche de vos idées, de votre idéologie et de la manière de bonne gouvernance Dans le monde. Dans le monde, oui, dans le monde. S'il y en a un. S'il y en a un, oui, mais je pose la question. Oui. Ou alors finalement la Belgique, par défaut. C'est pas du tout une question facile. Vous avez dû réfléchir, hein, puisque vous avez un idéal. Est-ce que cet idéal existe aujourd'hui, quelque part? En partie Cuba, je vais pas me défiler. La Chine déjà beaucoup moins, mais par contre Cuba, j'ai quand même, je vois quand même au niveau démocratique, etc. Il y a beaucoup de critiques à faire, mais il y a aussi des choses, moi, que je trouve parfois impressionnantes par rapport à ce qu'on voit ici. Cuba, c'est mieux que la Belgique, c'est ça ma question. Je dis pas que c'est particulièrement mieux, parce que je crois que les conditions de vie à Cuba sont beaucoup plus dures, et notamment l'embargo américain, ça n'arrange rien. C'est terrible ce que le peuple cubain vit comme sanction économique. Il n'y a pas de modèle, c'est ça. Mais on n'a pas un modèle particulier, et nous, on veut construire notre propre voie ici en Belgique. Et vous, Ali? Pareil, j'ai pas vraiment de pays en tête. Je pense qu'il y a des chouettes choses qu'on peut picorer à gauche, à droite. Mais moi, je suis né en Belgique, et donc je vis dans un peu l'absurde de la Belgique, avec toujours des trucs un peu décalés. Et donc, je suis habitué à ce système-là, comme ça. Donc, le millefeuille institutionnel, voilà. C'est sexy pour vous. J'étais habitué à ça, et donc je m'y suis fait. Mais je pense qu'il y a vraiment des belles choses à voir en dehors, et des pays où il y a des chouettes choses qui se mettent, même forcément au niveau de l'écologie, de l'économie, de la santé. On peut aller en Irlande, on peut aller dans les pays du Nord, la Finlande. Mais il n'y a pas d'idéal. Il n'y a pas vraiment d'idéal. Je pense que l'écologie politique, c'est vraiment un brassement d'idées, de réflexions communes avec des gens diversifiés. Alors, on n'aura hélas pas le temps de parler du dernier thème, mais on en parlera dans les experts la semaine prochaine pour parler de l'aise et de la grande distribution. C'est dommage, mais on a bien parlé de tous les autres thèmes. On va à présent passer à nos coups de cœur. Et Pauline, on commence avec vous. Vous vouliez parler d'un livre. Oui, Bruxelles mondiale de Laurent Hublet. C'est vraiment à mettre entre toutes les mains des amoureux de Bruxelles, des gens qui s'intéressent à leur ville. En fait, l'auteur est parti du fait qu'il avait entendu parler de la création, la volonté de créer un projet de Wikipédia de papier qui était mené par Paul Hotelet. Et il se surprenait d'avoir jamais entendu cette histoire, parce que ça avait pris place à Bruxelles dans le cinquantenaire. Et en fait, du coup, on sent qu'il est fasciné par ce projet. Et moi, j'en avais jamais entendu parler non plus. Donc, on est pris vraiment, c'est très communicatif, quoi. Comme lui est intrigué, on est intrigué aussi. Et donc, il part à la recherche de cette histoire-là. Et finalement, c'est l'histoire de Bruxelles qui en découle. Et puis, il va rechercher aussi chez ses ancêtres qui ont vécu à la même époque que Paul Hotelet. Et donc, on retrouve tous les noms qu'on fait Bruxelles, qu'on connaît parfois juste de noms de rues ou autres. Donc, Paul Hotelet, Henri Lafontaine. C'est vraiment, vraiment très, 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 très sympa. Oui. Et donc, si on veut visiter le Mundaneum, c'est finalement ce qui reste de tout ce qui reste de toute cette expérience et de cette ambition. C'est plus à Bruxelles, c'est à Mons. Oui. Pascal Vrébos, vous vouliez parler d'un comédien. Mais oui, un petit coup de cœur pour un comédien qui est parmi les meilleurs comédiens comiques en Belgique, Daniel Hansens, et qui, je trouve, n'a pas la place qu'il mérite. Il a une compagnie, mais il rame, point de vue subvention, etc., peut-être parce qu'il fait de la comédie. Et là, il a mis en scène et il joue une pièce au Théâtre des Galeries qui s'appelle « Hier est un autre jour » de Sylvien Moignac, qui est une comédie sur le temps, extrêmement drôle
et à certains moments extrêmement profonds. Vous savez, le temps, ça fait rêver, et là, ça fait surtout rire. Donc, d'Aliénade Sens, et on n'a pas donné le nom de l'éditeur de Bruxelles Mondial. Renaissance du livre. Renaissance du livre, voilà. Et moi, je voudrais vous parler rapidement d'une série qui est sortie sur Netflix la semaine dernière. Ça s'appelle The Diplomate. Il y avait Kerry Russell. Et c'est vraiment une série très intéressante. C'est les scénaristes de ceux qui ont fait West Wing à la Maison-Blanche. Et on voit la vie d'une diplomate américaine qui se retrouve face à des problèmes diplomatiques. Mais elle a aussi beaucoup de problèmes dans son couple parce qu'elle vit avec un ancien diplomate. Donc, mais c'est très bien fait parce que sur les coulisses de comment ça se passe entre les différents pays et l'espionnage parfois qui existe entre les différents pays, c'est très intéressant. Ça s'appelle The Diplomate. Et je demande rapidement à nos invités s'ils ont quelque chose à partager avec nous. D'abord vous, peut-être Ali, un coup de cœur. Moi j'ai un coup de cœur gastronomique, c'est de oui, la allez-y. Il y a un truc de corn dog, c'est des saucisses enrobées de panure qui vient de Corée, qui s'appelle Sekai Corn Dog à Madou. C'est trop bon. Et rappelez un peu ce que c'est exactement. En fait, c'est des hot dogs ou bien du fromage avec une panure autour frit. Et donc, on peut mettre des toppings dessus. Ça vient de Corée du Sud. Comme une fricadelle. Une sorte de fricadelle à la coréenne. C'est régime. C'est pas du tout régime, mais c'est extrêmement bon. Et c'est bien placé à Madou, donc on peut faire une petite balade avec son petit corn dog. Dans et l'endroit s'appelle comment? Sekai Corn Dog. Sekai. Et vous, Octave Do? Oui, moi c'est moins culinaire, mais j'ai... Non, mais c'était pas obligatoire, hein. Récemment, j'ai lu dans Le Monde diplomatique, mais je ne saurais plus vous retrouver le nom du ou de la journaliste comme ça, mais un article sur comment est-ce que justement les GAFAM, donc toutes les grandes entreprises de la Silicon Valley, poussent pour qu'il y ait une confrontation toujours plus grande avec la Chine pour des raisons économiques. Et moi, ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de trucs comme article, donc je conseille, c'est dans Le Monde diplomatique de ce mois-ci, et ça vaut vraiment la peine parce que ça montre qu'on va encore avoir du travail dans la pacification. Et le mouvement pacifiste dans le monde. Très bien, mais alors ça veut dire qu'il va falloir trouver d'autres moyens de vous faire connaître que les GAFAM. Hein. Il va falloir abandonner les réseaux sociaux. Hein. Utiliser l'affichage, tiens, peut-être, pourquoi pas. On le fait aussi, C'est moins écologique, c'est vrai. Mais il y a peu. Alors, merci en tout cas à tous, merci aux invités, merci aux experts d'être venus. On se retrouve la semaine prochaine avec de plus vieux invités, je dirais, un peu plus âgés. Merci en tout cas. Avec vous, on a clôturé les 6 présidents des jeunesses nationales de parti. Je suis très content de vous avoir tous reçus et on verra avec vos successeurs, ils reviendront aussi, hein, si vous laissez le pouvoir, évidemment, des plus jeunes un jour. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine.